Chinelo Okparenta, le bonheur comme l'eau, le refuge. Ce n'est pas que maman n'ait jamais essayé de nous faire partir. Il y a eu cette fois-là. À l'époque où nous habitions à Buswell Street, j'avais déjà terminé l'école primaire. J'avais à peine 11 ou 12 ans. Nous avions l'habitude de regarder la vieille télévision, celle dont l'antenne était cassée, qui se maintenait faiblement en l'air, comme les tentacules d'un animal blessé. Ce jour-là, E.T. se déployait sur l'écran, avec ses grands yeux, grands et bleus, E.T. tout ridé, l'air d'un lézard démesuré. Je contemple l'écran, médusé, quand j'entends le cliquetis des clés de papa. La porte s'ouvre brutalement. Il ouvre, va directement dans leur chambre. Soudain, sa voix éclate. Et la petite voix fluette de maman riposte. Mais c'est à peine une riposte. Quand elle sort enfin de la chambre, du sang s'écoule, goutte à goutte, d'un côté de ses lèvres. Papa la suit. Il crie et gesticule. Je les regarde tous les deux, d'où je me trouve, sans oser m'imposer, dans toute cette colère. Elle entre dans la cuisine. Il la suit. Je me lève et les suis tous les deux. Je m'arrête à l'entrée de la cuisine, dans l'embrasure sans porte. Comme celle qui menait du salon à la cuisine, dans la maison que nous habitions à Port-Harcourt, je continue de regarder. À côté de l'évier, il tournoie au-dessus d'elle. Il grommelle maintenant, ne crie plus. Peut-être que parler ainsi est le meilleur moyen qu'il trouve pour contenir sa colère. Il parle comme ça, tandis qu'elle ouvre l'eau et penche la tête vers l'eau qui coule. Il continue de parler, comme ça, tandis qu'elle lave le sang de son visage. Mais là, il ne se maîtrise plus de nouveau. Il ne grommelle plus et se remet à crier. Elle se redresse et fait mine de s'éloigner. Mais il fait obstacle à son mouvement. La saisit par les épaules, puis par les cheveux. La pousse en bas et pousse encore, jusqu'à ce qu'elle se retrouve par terre, sur les genoux. Là, je me précipite dans la cuisine, glisse mon petit corps entre eux et crie, pour qu'il la libère. Finalement, il la laisse. Ce soir-là, maman m'emmène chez le marchand de glace de Brooklyn Avenue. Un cornet de glace à la vanille pour moi, rien pour elle. Elle me tient la main et nous allons ensemble au parc. C'est le début de l'été. Le soir, mais le soleil brille. La glace coule de mon cornet. L'une après l'autre, nous montons et nous descendons sur le jeu de bascule, sans parler. Ses yeux restent rivés sur un point de fuite derrière moi, bien au-delà de ma place sur la bascule, bien au-delà des arbres, peut-être même aussi loin que l'horizon. Là où le soleil se tient, suspendu comme un ballon orange dans le ciel. Je contemple ses lèvres enflées, le côté où le poing de papa a dû atterrir. Elle ne descend de la bascule que lorsque le soleil commence à disparaître. Elle vient me rejoindre et me tend la main. Nous venons de nous engager sur Buswell Street lorsque nous voyons la femme. Si ça avait été le dimanche matin avant 9 heures, elle se trouverait dans l'église, à distribuer des boîtes de conserve, des cartons de céréales, des miches de pain. Mais c'est un jour de semaine, pas un jour de banque alimentaire. Peut-être qu'elle revient d'une messe du soir, ou peut-être qu'elle vient de terminer un autre travail à l'église. En tout cas, la voilà, à quelques pas de l'église, à attendre le bus. Le réverbère prend juste au-dessus d'elle, diffusant sa clarté intense autour de sa tête. Elle salue de la main, la première, dans la direction de maman. Et bien sûr, maman lui répond. Puis, elle nous fait signe de venir la rejoindre, et nous y allons. D'abord, il y a ce sourire sur son visage. Mais après son visage s'assombrit, sa bouche se resserre, puis forme un cercle.
Elle fixe les lèvres de maman, fixe les miennes, comme si elle s'attendait à y trouver quelque chose de pareil. Elle a les yeux bleus, et pendant un moment, je pense à E.T., au bleu profond de ses yeux. « Que s'est-il passé ?» elle demande, et ses yeux se plissent d'inquiétude. On entend les bruits estompés du soir, le moteur des voitures qui passent, les oiseaux et les grillons qui chantent dans l'obscurité. Et tout à coup, maman pleure, de ses pleurs graves, avec les épaules qui se lèvent, la respiration qui s'arrête. Je m'appuie contre elle, serre sa main, encore plus fort qu'avant. Les mots sortent de leur bouche, à toutes les deux. Les mots de maman, précipités et interrogateurs dans l'épaisseur de son accent, ceux de la femme apaisants et fluides, avec l'onctuosité que je m'attends à trouver dans les paroles des Américains. Je pense à papa, dans l'appartement. Me demande ce qui arriverait s'il passait tout à coup par là et trouvait maman en train de pleurer. S'il passait tout à coup et trouvait maman en train de raconter à la femme les choses qu'il nous fait. Assurément, il la ramènerait directement à la maison et il recommencerait. Ou peut-être même que, s'il était suffisamment furieux, il recommencerait là directement devant la femme. Même s'il n'a encore jamais rien fait de pareil, en public. Bien sûr, personne ne se promène avec les yeux au beurre noir, les lèvres enflées et tout ça sans que les gens se doutent de quelque chose. La femme l'a certainement déjà remarqué. Maman avec un œil au beurre noir, ou moi avec un bleu noir violacé sur le bras. Quand nous faisons la queue pour recevoir des aliments. Même à l'école, Monsieur Stephens nous questionnait régulièrement sur les bleus. Je lui racontais que j'étais tombé de la balançoire ou que je m'étais coincé le bras dans la corde de la balançoire par accident. Toujours la balançoire. Monsieur Stephens hochait la tête d'un air méfiant. Pour finir, j'ai décidé de porter des blouses à manches longues et des pantalons en tout temps. J'en porte même lorsqu'il fait chaud et étouffant. Même quand l'humidité est telle que le tissu de mes vêtements me colle à la peau. Nous nous tenons là. Après un moment, la femme regarde dans son sac à main et retire une petite carte, écrit un numéro dessus. Maman sèche ses larmes, accepte la carte, fait signe que oui. Bientôt, le bus s'arrête dans un crissement et la femme monte dedans. Nous marchons jusqu'à la maison, maman et moi, sans dire un mot. Pas un mot, tandis qu'elle tourne doucement la clé dans la serrure. Pas un mot, tandis qu'elle appuie doucement sur la poignée. Elle sait que papa se sera déjà endormi, elle ne veut pas le réveiller. Elle n'appelle pas. Ni le lendemain, ni le jour d'après. Les semaines passent. 1 mois, 2 mois. Chaque jour qui passe, je pense à la carte. L'imagine glisser plus bas et encore plus bas dans le sac de maman. L'imagine atteindre le fond, y disparaître, parmi tous les autres papiers périmés ou inutiles, liste de commissions et petites notes, cornés, froissés et oubliés. À l'affût, dans cet abysse, dans l'attente d'être ramassé et jeté à la poubelle. Pour finir, je n'essaie plus de me représenter la carte. Puis un soir, nous retournons chez le marchand de glace, maman et moi. Papa n'est pas encore revenu de l'université. Nous mangeons nos cornets de glace, jouons au parc sur la bascule, revenons par Brooklyn Avenue. Lorsque nous arrivons à la maison, maman tourne doucement la clé dans la serrure, comme l'autre fois, appuie doucement sur la poignée. Le néon s'allume juste au moment où elle ferme la porte. Tout à coup, papa surgit et se jette sur nous, sombre et menaçant comme une ombre. J'arrive à la maison et il n'y a pas de repas, crie-t-il. Maintenant que t'es en Amérique, tu crois que tu peux te comporter comme une Américaine et passer toute la nuit dehors.
Maman secoue la tête frénétiquement, murmure quelque chose qu'elle n'a pas vu le temps passer. Pas vu le temps passer ? Demande-t-il. Sa main s'abat sur elle. Une fois, 2 fois. La 3e fois, je m'interpose, essaie de l'arrêter. Sa main s'abat sur moi. C'est l'effet que vous fait l'Amérique ? Crie-t-il. Ça vous est-il arrivé de plus voir le temps passer au Nigeria ? Non. Tout à coup, vous ne le voyez plus. Je vais vous apprendre à voir passer le temps. Je vais vous apprendre à toutes les deux. Les mains continuent de s'abattre sur nous, cognant, cognant, jusqu'à ce que nous nous trouvions par terre sur les genoux, tapis près de la porte, essayant de reprendre notre souffle, puis le néon s'éteint. Nous restons sur le sol. Nous nous endormons là, les bras de maman enroulés autour de moi. Elle a probablement appelé le lendemain matin, quand papa était parti à l'université et que moi j'étais parti à l'école. Plus tard, dans l'après-midi, je suis assise par terre, dans ma chambre, parmi des feuilles d'exercice éparpillées sur le sol. Papa n'est pas encore rentré. Maman me dit « Vite, nous avons un rendez-vous ». Je me demande quel rendez-vous nous pouvons avoir. À l'époque, nous avions l'habitude de lisser nos cheveux à l'aide d'un gros fer à défriser, en métal, avec un manche en bois et sans cordon électrique. Le genre de fer que vous faites chauffer sur un feu de la cuisinière à gaz, sur les flammes bleues et oranges. Vous laissiez le fer un moment sur le feu pendant que vous sépariez vos cheveux en sections. Quand vous aviez terminé de les séparer et quand le fer était bien chaud, même fumant, vous le repreniez, souffliez un peu dessus avec la bouche, juste pour chasser un petit peu de la vapeur. Puis, vous vous lissiez les cheveux avec le fer, une section après l'autre, jusqu'à ce que vous n'ayez plus une seule boucle frisée sur la tête. Je la trouve debout, devant la cuisinière. Je peux voir le fer à défriser, chauffant sur la flamme vive derrière elle. 5 minutes, elle dit. Cours à la salle de bain, lave-toi le visage, brosse-toi les dents, et mets une de tes robes du dimanche, quelque chose de joli. Je choisis ma plus jolie robe, la robe mauve achetée à l'Armée du Salut de Masse Avenue, à poils blancs et avec un ruban rouge sur le devant. Les coutures commencent à se défaire sur les côtés, et un petit trou s'est formé sous un bras. Personne ne peut voir le trou, alors je le mets. Puis, je vais à la cuisine, où maman se tient à côté de la cuisinière, présentant, d'une main décidée, le fer à défriser prêt à l'emploi. « Maman, où on va ?» Pas de réponse. « Maman, tu m'as entendu ?» Tourne la tête de ce côté. Dès qu'elle a terminé mon défrisage, elle enfile sa propre robe. Pas sa tunique en nadir indigo qu'elle portait au Nigeria. Et pas un des beaux foulards qu'elle a l'habitude de nouer. Rien de spécial, juste une de ces longues robes beige dont l'ourlet s'effiloche, mais tout de même une de ses plus jolies qu'elle porte à l'église le dimanche. Une robe américaine. C'est le début de l'automne, maintenant, mais partout, les femmes continuent de porter des robes. Bientôt nous sortons. Dehors, la petite Christophine trottine derrière sa grande sœur Lexine, cherchant à attraper